Je ne me souviens pas quand j'ai entendu parler du concept de parité pour la première fois. C'est comme venu un peu naturellement à travers différents projets que je mettais de l'avant. Par exemple, la question des programmes d'accès à l'égalité. C'est peut-être à ce moment-là que ça a commencé à devenir un concept sur lequel on débattait. Parce que les programmes d'accès à l'égalité, moi, quand j'étais ministre à la Condition féminine dans un premier gouvernement, celui de M. Lévesque, il y a très longtemps, on avait modifié la charte pour nous permettre de faire des programmes d'accès à l'égalité, c'est-à-dire donc de favoriser la candidature de femmes à des postes de responsabilité ou tout simplement des postes de professionnels. Et la règle, c'était à compétences égales, on choisit une femme. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être en contact avec le concept de parité. On sentait qu'il y avait une progression. Cela dit, on sentait également que le sens du courant n'allait pas dans le sens d'une parité. Autrement dit, que c'était bien qu'il y ait des femmes. C'est toujours comme ça, hein. C'est bien qu'il y ait des femmes, n'est-ce pas, quand les gens vous parlent. Bien qu'il y ait des femmes. Il y a des femmes compétentes, on les accepte, on leur ouvre la porte. Mais ça ne veut jamais dire qu'on doit s'organiser pour qu'elles soient là à part égale. Autrement dit, laissons faire la nature, laissons faire les choses, et puis petit à petit, de 15 que nous étions en 94, on allait devenir un peu plus nombreuses. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, on est devenues plus nombreuses. Et tout à coup, je pense que c'est en 2007, il y a vraiment non seulement un arrêt, c'est pas une pause, c'est un recul. Et là, on prend conscience qu'il n'y a rien d'acquis. C'est là où on vraiment prend conscience que moi, ce sentiment que j'avais à 30 ans, en arrivant dans le Parlement, que ça allait continuer à progresser continuellement, là, finalement, je constate que c'est pas le cas et que d'un jour à l'autre, ça peut être différent. Et c'est à ce moment-là, je pense que je commence à vraiment beaucoup m'intéresser à la question de la parité. Les avancées, elles sont pas faites, en matière de droits des femmes particulièrement, elles ne sont jamais faites une fois pour toutes. Les femmes ont les mêmes chances que les hommes, qu'elles n'ont qu'à se présenter. Moi, je réponds, théoriquement, elles ont les mêmes droits. Si vous demandez à quelqu'un, ils vont dire les femmes ont les mêmes droits. Mais dans les faits, d'une part, il y a cette maturation, si je peux dire, d'une idée de candidature qui est plus longue chez les femmes. Donc le temps qu'une femme se dise « est-ce que je peux organiser ma vie ?» pour être candidate, les hommes, eux, ils sont toujours sûrs qu'ils pourront organiser leur vie ou qu'autour d'eux, on va s'organiser. Et ce délai-là peut faire que les femmes sont prises de court et puis les hommes prennent les places. Ce que je leur réponds aussi, c'est que l'univers politique est encore, et à mon avis pour un bon moment, un univers très masculin. Très masculin dans ses codes, dans sa culture, dans son langage, dans son organisation. Et ça n'est pas forcément spontané pour une femme de se dire « j'y vais ». Alors oui, elles ont les mêmes droits, mais en même temps, elles se sentent moins facilement, je dirais, appelées dans ce milieu-là. Et si on veut être certaine qu'elles y soient, il faudra donner un signal plus fort que non seulement elles peuvent y aller, mais qu'on veut qu'elles y aillent. Et pour moi, le grand avantage d'une loi par rapport à n'importe quelle autre mesure incitative, c'est qu'on passe simplement de l'ouverture aux femmes à la volonté qu'elles soient là à part égale. Le modèle d'organisation sociale patriarcale fait en sorte qu'il y a deux classes dans notre société, la classe dominante des hommes et la classe dominée des femmes. Alors, c'est de là que vient l'inégalité. Si je vous disais que vous avez construit un Parlement dans lequel il n'y a pas de toilette pour femmes, on a l'impression que c'est impossible, mais c'est ça qui est arrivé. Alors, c'est un monde d'hommes construit par des hommes pour des hommes. La première fois que j'ai réalisé que le sujet de la parité était important puis qu'on n'avait pas fait tout le travail encore, c'est au moment où on a atteint cette parité à l'Assemblée nationale en 2018, après la campagne électorale, où on avait aussi une parité dans les candidatures. On a eu pour la première fois suffisamment de femmes parlementaires pour atteindre la parité. Alors moi, c'est là que ça m'a frappée de me dire, on arrive de quand même loin. On a la parité à l'Assemblée nationale,
national, mais ce qu'on réalise en siégeant quelques années, c'est que les départs sont plus marqués chez les femmes. On a perdu cette parité-là au fil des années. Pour moi, ça fait tout à fait du sens d'avoir une loi sur la parité pour s'assurer, mettre tous les mécanismes en place pour que les femmes soient bien représentées à la hauteur de ce qu'il y a dans la société, dans les hautes sphères décisionnelles. Après, je pense que ça ne doit pas s'arrêter là. La question, oui, de présenter des candidatures paritaires. Après, il faut s'assurer que les femmes restent. Puis ça, c'est peut-être le plus difficile aussi à faire. Ce qu'on ne parvient pas à comprendre souvent, c'est que il y a des gens qui ne viennent pas en politique parce que le système fait en sorte que c'est pas attrayant, que c'est pas intéressant, et c'est ce système-là qu'on doit changer. Mais pour le faire changer puis accélérer cette transformation-là, parfois on a besoin d'un petit coup de pouce, comme une loi qui te permet vraiment d'aller plus loin, comme ça a été le cas lorsqu'il y a eu la loi sur la parité sur les conseils d'administration de sociétés d'État au Québec. Et à ce que je sache, nos sociétés d'État ne sont pas plus mal gérées depuis que nous avons 50% des femmes qui occupent des sièges sur les conseils d'administration. Donc on a des exemples très tangibles de résultats qui ont fait leurs preuves. La résistance par rapport à une loi sur la parité, elle vient assez rapidement. Parce que les gens disent « Ah ben non, je veux pas être un quota, je veux juste avoir des gens compétents », comme s'il n'y avait pas des femmes suffisamment compétentes pour occuper ces fonctions-là. La résistance parce que on sent que les gens, on leur impose quelque chose, dans le fond. On ne choisit pas, dans leur tête, dans la manière de réfléchir à ça, qu'on ne choisit pas nécessairement la meilleure des personnes. Que les gens ont comme envie que les choses se fassent naturellement. Puis, toujours cette impression-là que s'il y a plus de femmes en politique, nécessairement, ça coupe l'herbe sous le pied des hommes. Puis toujours cette idée de... ça prend des gens compétents. À un moment donné, à certains moments, les hommes ont réalisé qu'ils devront laisser leur place. Eux, ils s'arrêtent à la mécanique. Comment allez-vous faire pour mettre ça en place? Comment vous allez vous assurer que vous allez respecter ce 40, ce 60 %-là? Et est-ce que vous allez éliminer ou ne pas tenir compte d'hommes qui seraient très importants ou qui auraient énormément de compétences pour laisser la place à une femme? J'aime beaucoup ça, moi, quand on présume que tous les hommes en politique sont compétents et que les femmes, ben, est-ce qu'elles sont compétentes? Écoutez, je peux vous dire que on ne devrait même pas poser cette question-là. C'est pour ça qu'on dit que c'est un enjeu qui ne se fera pas juste avec les femmes. Il va se faire avec toute la société, quand la société, globalement, va comprendre que c'est bénéfique pour sa gouvernance. Point. Puis on défait un modèle énorme aussi, là. On défait un modèle énorme en disant ça. Le modèle que, dans le fond, le pouvoir est aux hommes depuis toujours. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui résistaient à la parité. Moi-même, j'étais de celles-là, je pense, à un certain moment. J'étais de celle-là parce que je croyais que ce n'était pas en forçant un mouvement qu'on allait arriver. Même si je me disais, je pense qu'il faut être là pour changer les choses sans que la société, que des lois imposent cette représentativité. Pour moi, ce qui a vraiment changé, puis qui fait qu'aujourd'hui, je crois nécessaire, voire névralgique là, dans notre société actuellement en 2024, d'avoir une loi sur la parité, c'est le contexte international, c'est le contexte de conflit actuellement au niveau international, la montée de la droite au niveau international, mais encore plus près de nous ici, dans les partis politiques, qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, c'est nécessaire d'avoir une loi sur la parité. À une époque, au Canada, il y avait 6 femmes qui étaient à la tête de nos provinces et territoires. À un moment donné, quelques années plus tard, il n'en restait plus une seule. Alors, il y a des avancées, mais il ne faut jamais confondre une avancée avec un acquis. Ce n'est pas la même chose. Alors, on avance, on progresse, mais il peut y avoir des reculs, comme on en voit aux États-Unis, comme on en voit d'ailleurs ailleurs dans le monde, dans toutes les régions du monde, on voit des reculs. Pour prévenir ce genre de choses, pour se prémunir de tout ça, c'est là qu'une loi devient intéressante.
46 % de femmes élues, c'est bien, mais le fait de ne pas avoir de loi, on peut facilement retomber dans l'inégalité. Et n'oubliez pas que nous sommes dans une structure de classe femme dominée par la classe homme depuis 2000 ans au moins. Alors, c'est trop facile de retourner dans, surtout si ça va mal financièrement, si les partis politiques ont de la misère, si à l'Assemblée nationale, on a un peu plus de difficultés, la halte garderie va tomber, etc., etc. C'est trop facile de retomber dans les obstacles qui sont toujours là. Alors, la loi sur la parité, elle vient éloigner tous les obstacles d'un coup, d'un seul coup. On ne les prend pas un à un, on les prend, c'est tous les obstacles. Dans les faits, ce qu'on voit depuis au moins 2 élections, c'est qu'à peu près tous les partis font des efforts. En fait, ils ont compris une chose, c'est que c'est gagnant avoir des femmes. Je n'aurais pas dit ça il y a même 10 ans. C'est pour s'assurer de la pérennité de la parité qu'il faut une loi. Et ceux qui résistent encore, ça va être de dire « mais on n'en a pas besoin, regardez, ça marche ». Ce qui est une vision à très courte vue, à mon humble avis. Mais c'est comme dans tout. Dans le monde politique, il y a des gens qui sont capables de voir un peu plus loin, puis il y a des gens qui ne voient que les 4 prochaines années. À partir du moment où tu as quelqu'un qui dit « on va dans cette direction-là », puis on fonce, on décide d'adopter une loi, il n'y a pas de raison pour laquelle ça ne pourrait pas se passer. Alors, la raison pour laquelle on n'est pas encore arrivé là, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment eu de volonté politique pour y parvenir. Le jour où il y en a une, ce sera réglé. Je pourrais parier que le fait que les gouvernements n'ont pas encore adopté une loi sur la parité pour la représentation au Parlement et à l'Assemblée nationale serait un motif pour en appeler à la commission sur l'application de la CEDEF pour dire que le gouvernement ne respecte pas ses obligations internationales. Actuellement, on a un premier ministre qui est ouvert à cette représentation-là, mais il n'est pas prêt, je pense, à aller vers la loi. Et c'est ça qui est dommage, parce que ça pourrait être un legs important qu'il laisserait, notre premier ministre actuel, mais il n'est pas prêt à aller jusque-là. Et pourtant, oui, on pourrait avoir, à un moment donné, un premier ministre qui n'y croit pas. Alors, mettons-le dans une loi, parce qu'on ne sera pas là pour toujours, on ne sera pas là pour l'éternité. Donc, mettons-le dans une loi pour que toutes les générations qui nous suivront, elles n'auront pas à recommencer cette campagne, ce débat, cette question-là. Ça sera fait. Qu'est-ce que ça va changer, la parité? Moi, je suis tellement convaincue que ça va changer le monde. Puis je vous explique pourquoi. D'abord, comment une société peut se priver de 50% de son intelligence, de ses talents, de ses compétences, de sa créativité, de son imagination et de sa différence? Parce que cette différence qui nous caractérise par rapport aux hommes, qu'elle soit liée à des facteurs innés ou des facteurs culturels ou sociologiques, il y en a une. Il y en a une physique, bien sûr, on va en convenir, n'est-ce pas? Il y a des évidences. Bon, alors, apporter cette différence avec notre façon de voir, avec
encore une fois, notre intelligence, nos talents, nos compétences, ça vient enrichir la société. Et c'est nécessaire pour moi, dans une société que l'on souhaite diversifier, que tous et toutes soient représentés. Le premier bénéfice de ça, c'est de faire en sorte que toutes les voix puissent être, sous une forme ou sous une autre, entendues à l'Assemblée nationale et qu'on soit capable de faire véritablement un 360 puis de voir tout ce que les gens pensent sur une question ou un enjeu en particulier. On va prendre le premier exemple qui me vient en tête, qui est sans doute un des plus importants, c'est Pauline Marois avec la politique des garderies. Je ne pense pas que cette politique-là aurait été mise de l'avant si ça n'avait pas été une femme qui l'avait poussée, qui l'avait pilotée, qui l'avait amenée jusqu'au bout. Je pense qu'il y aurait eu des embûches par rapport à ça. Je pense que les femmes, oui, beaucoup de femmes en tout cas, sont capables d'apporter à l'Assemblée nationale un petit peu une autre atmosphère. Bon, est-ce que tout va changer rapidement? Bien sûr que non. C'est une sorte de mammouth, l'Assemblée nationale. C'est une bulle. Je pensais que je savais ce que c'était la politique, mais le jour où j'ai mis les pieds dans ce très beau bâtiment, d'ailleurs, j'ai réalisé que j'entrais dans un monde, sans vouloir exagérer, là, mais un petit peu parallèle. La forme politique où l'on vit au Québec et partout sur la planète, finalement, où on est dans un espace où la confrontation fait partie des règles du jeu. Le sentiment qu'on a que les femmes vont faire la différence sous l'angle d'un apaisement a ses limites. Et je suis persuadée de ça. Parce qu'il reste que la joute politique, c'est un sport extrême et c'est une réalité qui nous amène à nous confronter. Parce que si on est une formation politique qui a un point de vue et que l'autre en a un autre, ben on va s'opposer. Et puis, selon les tempéraments des personnes, ben on va s'opposer avec beaucoup plus de virulence ou d'agressivité, mais c'est un combat. Puis si on veut faire avancer des idées qu'on croit meilleures que celles de l'autre formation politique, ben on va se battre pour gagner. Alors, il ne faut pas non plus être naïf à cet égard-là, puis voir la vie en rose, comme je disais, comme si c'était une vie de licorne, n'est-ce pas? Bon, alors, oui, ça a des limites, mais il reste que l'attitude des femmes apaise, à mon point de vue, la façon dont on vit la politique au quotidien. Avoir la parité en soi n'est pas gage de transformation sociale importante, là. Oui, peut-être des petits trucs, mais la parité, si elle est accompagnée du fait qu'au moins un bon nombre de ces femmes qui accéderont à des lieux de pouvoir auront cette préoccupation de d'autres femmes, et je dirais même de jeunes, de personnes en difficulté, là, on commence à parler, à faire quelque chose d'important. On parle des femmes, mais ça pourrait être aussi les gens issus des classes populaires, là. Que ce soit pas juste non plus tout le temps l'élite puis le même profil qui se retrouve à gouverner le Québec, là, tu sais, avec toujours un peu les mêmes corps de métier puis tout ça. Tu sais, je pense qu'on a besoin d'avoir la diversité sous toutes ses coutures, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit de sexe, mais qu'elle soit aussi géographique. On a besoin d'avoir cette diversité-là. On voyait la parité comme étant une première étape jusqu'à un certain point, parce que si tu n'as pas la parité, c'est dur de penser à d'autres niveaux de diversité. Et donc, ça amène les gens à penser que on va d'abord se concentrer sur la parité, puis après ça, on va voir pour la représentativité d'un point de vue diversité, etc. En 2024, on est ailleurs. On est ailleurs et il faut être capable de voir l'ensemble de la photo et de considérer la parité comme étant un élément, mais qu'il y en a énormément d'autres à considérer. Et on ne peut plus faire l'espèce d'étapisme qu'on pensait pouvoir faire et que certaines personnes encouragent encore. Je pense qu'on doit être capable d'aller plus loin. Moi, je suis à même de considérer qu'un jour viendra que cette loi va permettre aux hommes de maintenir leur présence, une présence effective au sein des parlements. Il faut une loi sur la parité pour que les femmes puissent avoir accès aux lieux de pouvoir. Tant qu'on va laisser les choses aller naturellement, les femmes vont continuer d'avoir le sentiment d'imposteur, puis de ne pas prendre cette place-là
qu'elles sont en droit de mériter absolument parce que la société, il y a au moins la moitié des gens qui sont des femmes. Puis on a besoin d'avoir cette sensibilité-là, cette représentation-là dans nos lieux de pouvoir. Puis tant qu'on ne légiférera pas, ça se fera pas naturellement.